Le 13 février 2007, dans le froid mordant de la vallée de la Fensch, un bruit terrifiant a couvert pour la première fois le grondement des usines, le fracas de la pierre, de taille broyée par les machines. Ce jour-là, à Hayange, on n'a pas seulement détruit un bâtiment, on a amputé la mémoire de l'Europe. Devant vous se dressait le château de Wendel, un palais de 3000 mètres carrés, 70 pièces de maître et des lustres en cristal, construit par défi à seulement 50 mètres de 4 hauts fourneaux en fusion, crachant une fumée noire sur les draps de soie des propriétaires. C'était l'épicentre d'un empire absolu. Ici, depuis 1704, une seule famille transformait le feu en or, armant les guerres de la France et érigeant sa puissance politique sur une montagne de charbon. Mais la chute fut aussi vertigineuse que l'ascension. Après la nationalisation brutale de 1978, les maîtres des lieux se sont évaporés. Le château, autrefois imprenable, a été livré aux pillards, dépouillé de ses trésors, avant que son corps central ne soit jugé irrécupérable et rayé de la carte, laissant 2 ailes orphelines fixer le vide. Pourquoi cette dynastie athée, elle choisit de vivre, dormir et mourir dans la gueule de l'enfer industriel? Et cette cage de verre et d'acier qui relie aujourd'hui les ruines, est-elle une cicatrice de guerre ou le mausolée final du capitalisme français? Abonnez-vous pour plonger avec nous dans les secrets de l'élite, laissez un j'aime pour que l'histoire ne soit jamais totalement effacée. Et dites-nous en commentaire, fallait-il sauver ce château ou méritait-il de disparaître avec l'époque qui l'a vu naître? Votre soutien est la clé de nos enquêtes. Merci. Pour comprendre pourquoi ce château a été sacrifié, il faut d'abord comprendre la terre qui l'a vu naître. Oubliez la douceur de la Loire ou les vignobles ensoleillés de Bordeaux. Nous sommes en Lorraine, une marche frontière, une terre rude, perpétuellement disputée, où le sol ne donne pas de blé, mais du fer. Ici, la richesse ne se cultive pas. Elle s'arrache aux entrailles de la terre à coups de pioche et de dynamite. L'histoire commence véritablement en 1704. La France est encore sous le règne du roi Soleil, Louis XIV, mais à Hayange. C'est un autre type de royauté qui émerge. Jean-Martin Wendel, un homme à l'ambition dévorante, ne cherche pas de titre de courtoisie. Il achète la forge de La Rodolphe. Notez bien ce détail, car il est la clé de tout ce qui va suivre. Il n'achète pas d'abord une terre pour y vivre. Il achète un outil de production. C'est l'acte fondateur d'une dynastie qui ne séparera jamais son lieu de vie de son lieu de profit. C'est vers 1720 que la première version du château sort de terre. Et c'est ici que se dessine l'anomalie architecturale qui nous fascine. La logique aristocratique de l'époque, celle des ducs et des marquis, dictait de construire sa demeure le plus loin possible des nuisances, isolée par des hectares de parcs silencieux, pour faire oublier la vulgarité du commerce. Jean-Martin Wendel fait exactement l'inverse. Il pose la première pierre de sa dynastie à quelques mètres à peine des marteaux hydrauliques qui frappent le métal jour et nuit. Pourquoi? Par avarice? Non, par nécessité de contrôle. Le château d'Hayange n'a pas été conçu comme une résidence de plaisance, mais comme un panoptique industriel. C'est un poste de commandement. Depuis ses fenêtres, le maître de forge doit pouvoir surveiller la couleur de la fumée, entendre le rythme des machines et s'assurer que l'or en fusion continue de couler. L'architecture elle-même est une déclaration de guerre au vieux monde. Ici, la noblesse ne vient pas du sang bleu, elle vient du fer rouge. Imaginez la scène au milieu du XVIIIe siècle. Le corps de logis initial est sobre, robuste, presque militaire, construit dans cette pierre calcaire jaune typique de la région, la pierre de Jaumont. Ce n'est pas encore le monstre néoclassique que nous verrons plus tard, mais c'est déjà une forteresse. Elle impose sa masse au-dessus de la vallée de la Fensch. D'un côté, le château avec ses jardins à la française, ses salons où l'on commence à recevoir l'élite régionale. De l'autre, séparé par une simple cour, l'enfer de Dante, les fourneaux, les scories, la chaleur qui fait onduler l'air. Cette proximité physique crée une psychologie familiale unique, presque pathologique. Les enfants Wendel grandissent avec l'odeur du soufre dans leurs chambres à coucher. Le bruit incessant de la forge devient leur berceuse. Contrairement aux aristocrates parisiens qui ne voient jamais la source de leur rente, les Wendel
vivent en symbiose totale avec la machine qui les nourrit. Le château devient un organisme vivant, dont les poumons sont les soufflets de la forge. À mesure que le siècle avance, la famille Wendell ne se contente plus d'être riche. Elle devient l'État dans l'État. Hayange se transforme. Ce n'est plus un village, c'est un fief féodal réinventé par l'industrie. Le château s'agrandit, annexant les terres, avalant les maisons alentours, tout comme l'usine dévore le paysage. C'est l'époque où naît le mythe du paternalisme. Le château dispense tout, le travail, le logement, l'éducation, la religion. En échange, il exige une soumission totale. Mais cette ascension fulgurante porte en elle le germe de sa propre destruction. En liant si intimement le destin de la pierre à celui du métal, Jean-Martin Wendel a scellé un pacte faustien. Le château est magnifique, oui, ses murs s'épaississent, ses toits d'ardoise s'élèvent vers le ciel, comme pour défier les nuages de suie. Mais il est prisonnier, il ne peut pas déménager, il ne peut pas fuir, il est enchaîné à la source de sa puissance. À l'aube du 19e siècle, alors que la révolution industrielle s'apprête à changer la face du monde, le décor est planté. Le château d'Hayange est là, splendide et terrifiant, trônant au milieu de la fumée. Il est le symbole d'une nouvelle ère, où l'argent n'a plus d'odeur, ou plutôt, où il a l'odeur du charbon. Les Wendell sont devenus les maîtres de forge, un titre qui sonne bientôt plus fort que celui de roi. Mais ils ont oublié une chose. Quand on bâtit sa maison sur un volcan, on ne doit pas s'étonner si un jour, le sol se dérobe. Qui aurait pu prédire, en regardant cette façade orgueilleuse de 1720, que 3 siècles plus tard, c'est précisément cette proximité avec l'usine qui justifierait son arrêt de mort. La fortune venait de la forge, et c'est la forge qui, ultimement, rendra le château inhabitable. Si le XVIIIe siècle a posé les fondations, c'est le XXe siècle qui a transformé le château de Wendel en une déclaration politique sculptée dans la pierre. Regardez bien les rares images d'archives qui nous restent. Ce que vous voyez n'est pas une simple évolution architecturale, c'est le durcissement d'une carapace. À mesure que la colère ouvrière montait en Europe, les murs de Hayange semblaient s'épaissir, comme pour protéger ses occupants de la réalité qu'ils avaient eux-mêmes créée. L'architecture ici raconte un mensonge magnifique. Le château est construit en pierre de Jaumont, cette roche calcaire typique de la Moselle, célèbre pour sa teinte jaune ocre, presque dorée, qui capte la lumière du soleil de manière spectaculaire. L'intention était claire, faire briller la dynastie comme un soleil au milieu de la grisaille. Mais imaginez l'entretien titanesque, sisyphéen, qu'exigeait cette façade. Chaque jour, la pierre de soleil était assaillie par la suie noire des hauts fourneaux voisins. C'était une guerre chromatique permanente, l'or des propriétaires contre le noir de leur industrie. Pour que le château reste jaune, il fallait une armée de domestiques frottant, lavant, grattant les particules de charbon incrustées dans les moulures. Le luxe, ici, se mesurait à la propreté impossible. Mais le véritable tournant architectural, le moment où le bâtiment cesse d'être une demeure pour devenir un temple du pouvoir, se situe dans les années 1930, sous le règne de François de Wendel. Nous sommes en 1935. Le monde vacille, la Grande Dépression ravage les économies, le Front populaire gronde aux portes du pouvoir, et les bruits de bottes résonnent en Allemagne. Que fait un roi de l'acier quand son trône tremble? Il construit des colonnes plus grosses. François de Wendel lance une rénovation majeure qui va figer le château dans un néoclassicisme sévère, presque intimidant. Oubliez la fantaisie baroque ou les tourelles romantiques. Le style choisi est celui de l'ordre, de la symétrie absolue, de la stabilité. On ajoute des pilastres, on redessine les frontons, l'architecture crie « Nous sommes là pour l'éternité ». C'est le style Louis XVI tardif, réinterprété par la puissance industrielle. C'est froid, c'est massif, c'est impérial. C'est une architecture qui ne sourit pas. Elle domine. À l'intérieur, le château comptait, selon les inventaires de l'époque, près de 3000 m² habitables. Mais ne vous laissez pas tromper par les chiffres. Ce n'était pas de l'espace pour vivre, c'était de l'espace pour paraître. La distribution des pièces obéissait à une hiérarchie stricte.
Le rez-de-chaussée était dédié à la représentation. Des enfilades de salons où l'on signait des contrats autant qu'on y buvait du champagne. Les chambres, à l'étage, étaient des sanctuaires isolés, tentant vainement de bloquer le bruit. Car c'est là le défaut de conception fatale, celui qu'aucun architecte, aussi génial soit-il, ne pouvait corriger. Le château tremblait. Les fondations mêmes de la bâtisse reposaient sur un sol martelé par les pilons géants des usines. Les lustres en cristal de baccarat dans le grand salon ne cessaient jamais vraiment de teinter, vibrant au rythme de la production d'acier. Les invités de marque, ministres ou généraux, racontaient souvent comment, lors des dîners, l'argenterie tremblait imperceptiblement sur les nappes blanches. C'était le pouls de la bête qui battait sous leurs pieds. Et que dire des jardins? Le parc du château était une tentative désespérée de recréer une Arcadie. Des jardiniers s'échinaient à faire pousser des roses et des pelouses anglaises sur un sol acide, saturé de retombées métalliques. On remplaçait les arbres morts comme on remplace des pièces de machine. C'était une nature sous perfusion, maintenue en vie artificiellement, pour donner à la famille l'illusion qu'elle vivait à la campagne, alors qu'elle vivait dans une zone industrielle de combat. Cette rénovation de 1935 fut le chant du signe architectural des Wendel. En cherchant à monumentaliser leur demeure, ils l'ont rendue rigide, inadaptée au temps moderne. Ils ont construit un mausolée pour une époque qui était déjà en train de mourir. Ils ont bâti une forteresse de pierre pour se protéger, sans réaliser que la menace ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'économie elle-même. En regardant la façade de 1935, on ne voit pas une maison. On voit le masque de fer d'un homme, François de Wendel, qui refuse d'admettre que le monde change. Il a figé son pouvoir dans la chaux et le sable, créant un décor de théâtre grandiose, pour une pièce dont le dernier acte allait bientôt tourner au drame. Pousser les lourdes portes de chêne du château de Wendel, c'était changer d'univers. C'était passer brutalement du vacarme métallique du XXe siècle au silence feutré de l'Ancien Régime. Si l'extérieur était une forteresse de pierre destinée à impressionner la foule, l'intérieur était un sanctuaire conçu pour étouffer la réalité. Ici, tout n'était que luxe, calme et déni. Le style intérieur n'avait rien de la vulgarité clinquante des nouveaux riches américains de l'époque. C'était le goût de la haute banque et de l'industrie lourde, sombre, massif, écrasant de sérieux. Les parquets de Versailles, cirés à la perfection, reflétaient des boiseries en chêne sculpté qui grimpaient jusqu'au plafond à caissons. Les murs étaient tendus de soieries de Lyon et de tapisseries des Gobelins, choisis non seulement pour leur beauté, mais pour leurs propriétés acoustiques. Il fallait à tout prix absorber le son. Il fallait que les murs soient assez épais pour que les cris des sirènes d'usine ne viennent pas troubler la dégustation d'un cognac hors d'âge. Mais il y avait un ennemi que même les plus riches industriels de France ne pouvaient arrêter: la poussière. La poussière de Hayange n'était pas une poussière domestique ordinaire. C'était une poudre fine, grasse, noire, chargée de graphite et de minerai. Elle s'infiltrait partout. Elle se déposait sur les marbres de Carrare, ternissait les dorures des trumeaux, s'incrustait dans les velours pourpres. On raconte que l'armée de domestiques du château livrait une guerre invisible et perpétuelle. Les draps devaient être changés quotidiennement, non pas parce qu'ils étaient sales, mais parce qu'ils sentaient le soufre. Les argenteries étaient polies frénétiquement avant chaque service pour ôter ce voile grisâtre qui retombait inlassablement. Le luxe à Hayange, c'était cela, le triomphe maniaque de l'homme sur la crasse industrielle. Le cœur battant de cette puissance n'était pourtant pas la salle de bal, mais le bureau, et plus particulièrement la bibliothèque. C'est ici, dans une atmosphère saturée d'odeurs de vieux cuir et de tabac froid, que s'exerçait la véritable esthétique du pouvoir. Imaginez François de Wendel, assis derrière son immense bureau d'acajou. Ce n'est pas seulement un chef d'entreprise, c'est le président du comité des forges, l'homme qui tient dans sa main la presse parisienne via le journal Le Temps et une partie du Parlement. Dans cette pièce, sous le regard sévère des portraits de ses ancêtres peints à l'huile, se décidaient des lois, se nouaient des alliances politiques et se brisaient des carrières. Le décor était conçu pour intimider. Les fauteuils étaient profonds, les livres reliés de cuir rouge montaient jusqu'au plafond, créant une citadelle de savoir et de secrets. Ici,
le silence était une arme. On parlait à voix basse de millions de francs et de milliers d'hommes. Mais le détail le plus cinématographique, le plus obsédant de ces intérieurs, se révélait la nuit. Lors des grands dîners de gala, quand la porcelaine de Sèvres était dressée sur des nappes immaculées, un phénomène étrange se produisait. Malgré les lourds rideaux de velours tirés pour clore la scène, des lueurs rouges parvenaient parfois à filtrer, ou du moins, on les devinait. À quelques mètres de là, les hauts fourneaux étaient au piquet, la coulée de la fonte. Le ciel de Hayange s'embrasait alors d'une lueur apocalyptique, orange et sang. Cette lumière infernale venait lécher les fenêtres du château. À l'intérieur, dans la douceur des salons, les reflets changeaient. L'or des cadres prenait une teinte cuivrée. Les visages des convives, ministres, banquiers, généraux, étaient brièvement éclairés par ce feu qui n'était pas celui de la cheminée. C'était un rappel constant, presque biblique. Tout ce luxe, ces tapis persans, ces statues de bronze, tout cela était payé par le feu qui brûlait dehors. Le contraste était vertigineux. D'un côté de la vitre, la sueur, le danger de mort, le métal en fusion à 1500 degrés. De l'autre, la température contrôlée, les conversations polies, le tintement délicat du cristal. Le château de Wendell n'était pas seulement une maison. C'était une mise en scène. Un décor de théâtre doré posé sur une poudrière. Et ceux qui vivaient là, au milieu de ces meubles inestimables, devaient sans cesse jouer le rôle de seigneurs imperturbables, feignant d'ignorer que le sol sous leurs pieds, tout comme leur verre en cristal, vibrait au rythme des machines. Ils vivaient dans le ventre de la bête, et ils l'avaient décoré comme un palais. Si les murs du château servaient à isoler la famille de la Crasse, ils ne servaient pas à l'isoler de ses sujets. Car à Hayange, les de Wendell n'étaient pas simplement des employeurs. Ils étaient des monarques absolus, régnant sur un fief de fer et de briques. Vivre au château, ce n'était pas seulement jouir d'une fortune immense, c'était assumer la charge, lourde et constante, d'une divinité locale. Le système qu'ils avaient mis en place portait un nom savant, le paternalisme. Mais dans la réalité de la vallée, cela ressemblait davantage à une féodalité moderne, sophistiquée et implacable. Imaginez une vie où tout, absolument tout, porte le sceau de votre famille. Quand un ouvrier de Hayange se levait le matin, il ouvrait les yeux dans une maison construite par Wendell. Il mangeait du pain acheté à l'économa Wendell. Il envoyait ses enfants à l'école Wendell, où les institutrices, payées par le château, apprenaient aux petits garçons à devenir de bons métallurgistes et aux petites filles de bonnes ménagères. S'il tombait malade, il allait à l'hôpital Wendell. Et quand il mourait, souvent prématurément, les poumons rongés par la silice, il était enterré dans un cimetière géré par l'entreprise. Du berceau à la tombe, la vie appartenait au château. Pour les occupants de la grande demeure, cette omnipotence créait une atmosphère étrange. Ils ne vivèrent pas à côté de la ville. La ville était leur extension. Madame de Wendell n'était pas seulement une mondaine. Elle était la dame patronnesse, celle qui visitait les crèches, distribuait les couvertures en hiver, vérifiait la moralité des foyers. C'était une charité calculée, une main de velours dans un gant d'acier. On donnait beaucoup, oui, mais en échange, on exigeait une paix sociale absolue. Pas de syndicats, pas de grève, pas de révolte. Le château achetait la soumission par le confort. La vie quotidienne au château était rythmée non pas par le soleil, mais par la sirène. C'est un détail qui hante les mémoires. La sirène de l'usine, ce hurlement mécanique qui annonçait les changements de poste, les quarts, dictait aussi l'heure du déjeuner dans la salle à manger aux boiseries dorées. Le maître de forge vivait à l'heure de ses hauts fourneaux. Il y avait là une solidarité perverse. Le milliardaire et le manœuvre partageaient le même maître-temps, la même horloge impitoyable de la production. Pourtant, malgré cette proximité temporelle, la frontière sociale était infranchissable. Les rituels sociaux du château étaient des démonstrations de force. Le plus spectaculaire d'entre eux était sans doute les grandes chasses de la Saint-Hubert. C'était le moment où l'aristocratie européenne, les banquiers de Paris et les généraux de l'armée venaient rendre hommage à la puissance de l'acier lorrain. Imaginez le cortège. Des voitures de luxe, des de Dion Bouton ou des Bugatti,
traversant les rues noircies de Hayange, éclaboussant de boue les ouvriers qui rentraient du travail pour franchir les grilles dorées du domaine. Là, on changeait de costume. On enfilait les habits rouges de vénerie. Et au milieu des fumées industrielles, qui voilèrent parfois l'horizon, on partait traquer le gibier dans les forêts privées de la famille, immenses réservoirs de bois qui servaient autrefois à alimenter les forges. C'était une scène surréaliste. La noblesse en armes, courant les bois à quelques kilomètres des gueules de feu des usines. Ces chasses n'étaient pas des loisirs, c'étaient des sommets politiques informels. Entre deux battues, on décidait du prix de l'acier, on négociait des contrats d'armement, on scellait le destin de la République. Le château de Hayange était, en réalité, le ministère officieux de l'industrie française. Mais pour les enfants Wendel, grandir là signifiait aussi vivre dans une citadelle assiégée. Ils apprenaient très tôt qu'ils étaient différents. Ils ne se mêlaient pas aux enfants de la vallée. Ils les observaient depuis les fenêtres hautes ou depuis l'arrière des limousines. Il y avait une peur latente, celle de la foule, celle du rouge. Car si le paternalisme fonctionnait, la haine de classe n'était jamais loin. Chaque fois qu'une crise économique frappait, les regards se tournaient vers le château. Les murs d'enceinte, si élégants soient-ils, étaient là pour une raison. C'était cela, l'Empire Wendel. Une bulle de privilèges absolus, flottant sur un océan de labeur. Une vie de château où le champagne avait un arrière-goût de fer, et où l'on ne pouvait jamais vraiment oublier que tout ce luxe ne tenait qu'à un fil. La docilité de ceux qui transpiraient de l'autre côté de la grille. Ils étaient les rois sans couronne d'un royaume de suie, persuadés que leur règne durerait 1000 ans. Ils se trompaient. Si le château de Hayange était le cœur battant de la vallée, ses artères s'étendaient bien plus loin, jusqu'au couloir doré du Sénat et au coffre-fort de la Banque de France. C'est ici que l'histoire de la famille de Wendel cesse d'être une simple saga industrielle pour devenir un thriller politique sombre, où l'acier se mêle à l'encre des lois et au sang des tranchées. Au centre de cette toile d'araignée se tient un homme, François de Wendel. Oubliez l'image du patron bedonnant fumant le cigare. François est une lame froide, tranchante. Dans l'entre-deux-guerres, il est sans doute l'homme le plus puissant de France. Il cumule les casquettes avec une voracité effrayante. Député, puis sénateur, président du tout-puissant Comité des Forges et régent de la Banque de France. À lui seul, il incarne ce que la gauche appellera avec haine les 200 familles qui possèdent le pays. Le château de Hayange devient alors bien plus qu'une maison. C'est l'antichambre du gouvernement. On raconte que des gouvernements de la Troisième République se faisaient et se défaisaient parfois ici, entre la poire et le fromage, dans le fumoir du château. Mais cette proximité avec le pouvoir suprême va engendrer le scandale le plus corrosif du XXe siècle, une tache indélébile sur la pierre jaune de la façade. L'accusation d'être des marchands de canons. Le spectre de la Grande Guerre, 1914 à 1918, plane lourdement sur la demeure. Le scandale éclate comme un obus. Une rumeur tenace, alimentée par des pamphlétaires et des députés pacifistes, commence à courir. La famille de Wendel, dont une branche est restée allemande et l'autre française, aurait-elle profité du carnage? On murmure que le bassin de Briey, où se trouvent les mines et usines des Wendel occupées par les Allemands, a été étrangement épargné par les bombardements français. Pourquoi? La question est terrible. L'armée française a-t-elle, elle, reçu l'ordre de ne pas détruire le patrimoine privé des Wendel, alors même que ces usines produisaient l'acier des obus allemands qui tuaient les poilus? Il n'y a jamais eu de preuve formelle de trahison. Mais dans l'opinion publique, le mal était fait. Le château de Hayange a pris une teinte sinistre. Il n'était plus seulement le symbole de la richesse, mais celui du cynisme absolu du capitalisme de guerre. L'idée que le métal extrait ici pouvait tuer indifféremment sous un drapeau ou l'autre a transformé les maîtres des lieux en vampires industriels. Imaginez l'atmosphère dans le grand salon ovale durant les années 1930. Dehors, la colère monte. Le Front populaire gagne du terrain. Les ouvriers, ceux-là même que le paternalisme avait tenté d'apprivoiser, lèvent le poing. Ils ne voient plus en François de Wendel un bienfaiteur, mais un affameur,
un homme qui préfère Hitler au Front populaire. Le château se transforme alors en une tour d'ivoire, assiégée par la haine. Les journaux de gauche, comme l'Humanité, dépeignent Hayange comme le quartier général du fascisme patronal. Et ils n'ont pas tout à fait tort sur un point. La peur règne à l'intérieur. On renforce la sécurité. Les grilles sont surveillées. Le château, qui se voulait ouvert sur son fief, se referme comme une huître. François de Wendel, l'homme qui faisait trembler les ministres, commence à sentir le sol se dérober. C'est là toute l'ironie tragique de ce chapitre. Les Wendel avaient reconstruit ce château pour affirmer leur légitimité. Ils voulèrent être reconnus comme l'élite de la nation. Mais leur puissance était devenue si monstrueuse, si tentaculaire, qu'elle s'est retournée contre eux. Ils sont devenus les méchants parfaits de l'histoire de France. Le scandale des marchands de canons a fissuré quelque chose de bien plus solide que les murs. Il a brisé le contrat moral. Désormais, le château n'était plus regardé avec admiration ou envie, mais avec suspicion. Chaque pierre semblait suinter des secrets d'État. Chaque réception fastueuse était vue comme une insulte aux morts de la guerre. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le château de Hayange est à l'apogée de sa puissance politique. Mais il est moralement condamné. Il est devenu un monument à l'arrogance d'une caste qui croyait pouvoir transformer le sang en dividende. Et comme dans toutes les tragédies grecques, après l'hubris, la démesure, vient inévitablement la némésis, le châtime. La chute n'était plus qu'une question de temps. Le crépuscule d'un dieu ne vient jamais sans signes avant-coureurs, mais l'aveuglement est le propre des dynasties trop sûres d'elles. Après la Seconde Guerre mondiale, pendant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, le château de Hayange a vécu sa dernière illusion. L'acier coulait à flot pour reconstruire l'Europe, l'argent rentrait et les réceptions continuaient. Mais c'était le chant du cygne. La tragédie n'est pas venue d'une révolution sanglante ou d'une guerre, comme le craignait François de Wendel. Elle est venue d'un ennemi bien plus froid, bien plus implacable, le marché. Dès le milieu des années 1970, le cœur de la bête commence à ratatiner. La crise de l'acier frappe la Lorraine de plein fouet. La concurrence internationale est féroce. Les hauts fourneaux, ces géants que l'on croyait immortels, deviennent des gouffres financiers. Et soudain, le pacte faustien se brise. L'usine ne nourrit plus le château, elle le dévore. Les dettes s'accumulent. La famille, autrefois banquière de la nation, se retrouve à tendre la main vers l'État pour survivre. Le coup de grâce tombe en 1978. C'est une année noire, une date gravée au fer rouge dans la mémoire de la vallée. Le gouvernement français, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, pourtant un libéral, prend une décision radicale pour sauver la sidérurgie de la faillite totale, la nationalisation. C'est la fin de l'Empire. D'un trait de plume, 3 siècles d'histoire familiale sont effacés. Le nom de Wendel est décroché des frontons, pour être remplacé par des acronymes administratifs, froids et sans âme, Sassilor, puis Solac. La famille perd le contrôle de ses outils, de ses terres, et surtout, de sa raison d'être. Imaginez l'ambiance au château dans les semaines qui ont suivi cette décision. Ce n'était pas une faillite ordinaire, c'était une amputation. Les maîtres de forge n'étaient plus maîtres de rien. Ils étaient devenus des locataires de l'histoire, des anachronismes vivant dans un monde qui n'avait plus besoin d'eux. Le départ de la famille fut discret, presque fantomatique. Pas de grande cérémonie d'adieu, pas de foule en colère ou en pleurs. Juste des valises que l'on boucle, des meubles que l'on couvre de draps blancs comme des linceuls et des volets que l'on ferme, un à un. C'est ici que la tragédie architecturale commence vraiment. Quand le dernier membre de la famille a tourné la clé dans la serrure pour la dernière fois, il n'a pas seulement fermé une maison, il a éteint l'âme du bâtiment. Le château de Hayange, conçu pour être le cerveau de l'usine, s'est retrouvé lobotomisé. L'usine, juste à côté, continuait de rugir. Les ouvriers continuaient de pointer. L'acier continuait de couler. Mais le château, lui, est devenu instantanément inutile. Il est resté là, posé sur sa colline comme une coquille vide, un corps sans vie. La symbiose était rompue. Sans le pouvoir politique et économique qui l'habitait, le château n'était plus qu'un assemblage grotesque de pierres prétentieuses au milieu d'une friche industrielle.
C'était une mort lente et silencieuse. Le chauffage fut coupé. L'humidité de la vallée, cette brume chargée de soufre, commença son travail de sape. Le froid s'infiltra dans les boiseries, faisant craquer les parquets où avaient marché des rois. Le silence à l'intérieur était assourdissant, seulement brisé par le bruit constant de l'usine voisine, qui semblait désormais se moquer de son ancien maître. En 1978, le château de Hayange n'était pas encore une ruine, mais il était déjà un cadavre. Il venait de perdre sa fonction, son prestige et ses protecteurs. Il était désormais seul face à la vengeance du temps et à l'indifférence d'une ville qui avait trop souffert pour avoir pitié de la pierre. Le roi était nu, et il était laissé à l'abandon sur le bord de la route de l'histoire. Les années qui suivirent 1978 furent celles d'une longue, très longue agonie silencieuse. Ce que l'on appelle pudiquement l'abandon fut en réalité une mise à mort par négligence. Le château de Wendel n'est pas mort de vieillesse. Il est mort parce qu'on l'a débranché. Durant les années 1980 et 1990, le domaine est entré dans une zone de non-droit, un purgatoire administratif. Il appartenait désormais aux sociétés sidérurgiques nationalisées, puis privatisées Usinor-Sassilor. Mais personne ne voulait de ce cadeau empoisonné. Que faire d'un palais de 3000 m² quand l'industrie s'effondre? Le chauffer? Trop cher. Le transformer en musée? Trop tôt. Les blessures sociales étaient encore à vif. Le vendre? Qui voudrait vivre dans le bruit des laminoirs? Alors, on a laissé faire le temps. Et le temps, en Lorraine, est impitoyable. L'ennemi mortel fut l'eau. Une fois le chauffage coupé, l'humidité a repris ses droits. Les ardoises du toit, non entretenues, se sont envolées une à une lors des tempêtes d'hiver. L'eau s'est infiltrée, goutte à goutte, puis ruisseau par ruisseau, traversant les greniers, pourrissant les charpentes séculaires. Elle a coulé le long des murs tendus de soie, décollant les papiers peints, faisant gonfler les parquets marquetés jusqu'à les faire exploser. Le château pleurait de l'intérieur. Puis sont venus les vautours. Ce fut l'époque du pillage, une curée indigne. Le château, autrefois forteresse imprenable gardée par des concierges en livrée, est devenu un moulin ouvert à tous les vents. On raconte que des camionnettes venaient se garer la nuit dans la cour d'honneur. On ne volait pas seulement des meubles, on dépeçait le bâtiment. Les cheminées en marbre de Carrare furent arrachées aux pieds de biche. Les boiseries sculptées du XVIIIe siècle furent démontées panneau par panneau pour orner d'autres salons, ailleurs. Les fils de cuivre furent tirés des murs, ironie suprême pour le château de l'acier. Même les rampes d'escalier en fer forgé, chefs-d'œuvre de ferronnerie d'art, ont disparu. Le château fut vidé de ses entrailles. Il ne restait plus que la carcasse de pierre, un squelette blanchi par la lune, ouvert aux quatre vents. Pour les premiers explorateurs urbains, urbex, qui s'aventuraient là au début des années 2000, le spectacle était à la fois fascinant et terrifiant. C'était le Titanic, mais sur la terre ferme. On marchait sur des débris de verre et de plâtre. Dans certaines pièces, des dossiers administratifs de l'Empire Wendel jonchaient encore le sol, des lettres manuscrites pourrissant dans la boue, ultime vestige d'une bureaucratie déchue. Mais le plus terrible dans cette période de mort clinique, ce ne fut pas le pillage, ce fut l'indifférence. Pourquoi la ville de Hayange n'a-t-elle pas réagi plus tôt? Pourquoi les anciens ouvriers n'ont-ils pas défendu ce patrimoine qui était aussi, d'une certaine manière, le fruit de leur travail? La réponse est cruelle, parce que le château était le symbole de leur souffrance. Dans les années 1980 et 1990, la vallée de la Fensch était en deuil. Les usines fermaient, le chômage explosait, les familles étaient brisées. Voir le château, des patrons pourrir sur sa colline, avait quelque chose de cathartique, une forme de vengeance passive. Ils nous ont abandonnés, alors que leur maison s'effondre. C'était le sentiment dominant. Personne n'avait envie de sauver le palais de ceux qui avaient licencié leur père. Le château est devenu le bouc émissaire de la crise. On le regardait mourir avec une satisfaction amère. Il était devenu une verrue dans le paysage, un monstre dangereux qui menaçait de s'écrouler sur les passants. Vers 2006, le diagnostic tombe. Froid comme un rapport d'autopsie. Le corps de logis central est structurellement compromis. La mérule,
Ce champignon, dévoreur de bois, a mangé les poutres. Les planchers menacent de céder à chaque pas. Le bâtiment n'est plus une maison, c'est un piège mortel. La mort clinique allait bientôt laisser place à l'exécution capitale. Le château avait survécu aux guerres, aux révolutions et aux scandales. Mais il n'avait pas survécu à l'abandon. Il attendait son coup de grâce, seul, face à ces usines qui, elles, fumaient encore, indifférentes au sort de leurs vieux compagnons de route. Le temps de la préservation était passé. Le temps de la destruction était arrivé. L'histoire de l'architecture est rarement une histoire de violence physique immédiate. Mais à Hayange, ce fut une exécution en place publique. En février 2007, l'impensable se produit. Le diagnostic tombe comme un couperet. La Mérule a gagné. Le cœur du château, ce corps de logis central où battait le pouls de la dynastie, est déclaré irrécupérable. Il n'y aura pas de sauvetage de la dernière heure, pas de mécène providentiel. La décision est prise de raser la partie centrale pour sauver les deux ailes latérales. C'est une image d'une brutalité inouïe. Imaginez le Louvre dont on arracherait la pyramide et le pavillon central, ne laissant que deux bras tendus vers le vide. Les pelleteuses sont entrées dans la cour d'honneur. Dans un fracas de pierres brisées et de poussière jaune, 3 siècles d'histoire se sont effondrés. Le grand salon ovale, la bibliothèque des secrets, les chambres des maîtres, tout a été réduit en gravats. Pendant plusieurs années, le château de Wendell a offert au monde un visage terrifiant, celui d'un grand blessé, amputé de son torse. Il y avait ce vide béant, obscène, entre l'aile gauche et l'aile droite. On pouvait voir le ciel à travers la maison. C'était la métaphore parfaite de la Lorraine de l'époque, une région écartelée, qui avait perdu son centre de gravité, son cœur industriel. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la destruction. Elle se poursuit par une ironie que seul le destin sait écrire. En 2012, un projet de résurrection est lancé. La communauté d'agglomération du Val de Fensch décide de racheter la ruine pour en faire son siège administratif. Le symbole est fort. Le palais du pouvoir privé va devenir la maison du service public. Mais comment relier les deux ailes survivantes? Faut-il reconstruire à l'identique, faire du faux vieux, mentir à l'histoire, en prétendant que rien ne s'est passé? L'architecte Michel Goutal fait un choix radical, audacieux et terriblement symbolique. Il choisit l'acier. C'est ici que la boucle se boucle, avec une poésie cynique. Ce château a été bâti grâce à la fortune de l'acier. Il a été noirci par la fumée de l'acier. Il a été abandonné à cause de la crise de l'acier. Et maintenant, c'est l'acier qui revient pour le faire tenir debout. Entre 2012 et 2015, une structure ultramoderne de verre et de métal vient s'insérer dans la brèche laissée par les bulldozers. Ce n'est pas une reconstruction, c'est une prothèse. Le contraste est violent. D'un côté, la pierre de Jaumont du XVIIIe siècle, chaude, dorée, patinée par le temps et les souvenirs. De l'autre, la froideur clinique du verre et la rigueur noire des poutrelles métalliques. Le nouveau bâtiment ne cherche pas à se fondre dans l'ancien, il le percute. Il reflète les nuages et surtout, il reflète les silhouettes des hauts fourneaux éteints qui se dressent toujours à l'horizon. Cette cage de verre est une déclaration de transparence. Là où les murs de pierre épais cachaient les secrets de la famille Wendell, les parois vitrées exposent aujourd'hui les bureaux des fonctionnaires. On est passé de l'opacité du secret d'affaires à la transparence démocratique. Mais pour l'observateur attentif, cette renaissance laisse un goût étrange, métallique, dans la bouche. Est-ce vraiment une victoire? Le bâtiment central ressemble désormais à un aquarium, ou peut être à une vitrine de musée. En sauvant le château, on l'a aussi figé. On a aseptisé son histoire. Les fantômes de François de Wendell et de ses ancêtres ne peuvent pas hanter un open space climatisé. Le château de Hayange, dans sa nouvelle forme, est un centaure architectural, moitié cadavre exquis, moitié immeuble de bureau. Il est magnifique, certes. La nuit, éclairé de l'intérieur, le cube de verre brille comme un diamant noir encastré dans de l'or. Mais c'est une beauté froide. C'est la beauté d'une autopsie réussie. L'architecte a recousu la plaie avec du fil d'or, mais le patient est mort sur la table d'opération. Ce qui vit là aujourd'hui, ce n'est plus l'esprit d'une famille,
ni l'âme d'une industrie. C'est de l'administration. Le château a été sauvé de la ruine physique, mais il a perdu son mystère. Il est devenu propre. Et à Hayange, terre de suie et de labeur, la propreté a toujours quelque chose de suspect. En 2015, l'inauguration a marqué la fin du cycle. Le château est debout, il est solide, il est d'acier, il a survécu à ses créateurs. Mais en le regardant, on ne peut s'empêcher de se demander, est-ce une renaissance ou est-ce le mausolée le plus moderne du monde? Le voyage s'achève ici, devant cette façade hybride, mi-pierre, mi-verre, qui nous contemple dans le crépuscule de la Lorraine. En parcourant l'histoire du château de Wendel, nous n'avons pas seulement visité une maison. Nous avons autopsié une illusion, celle de la pérennité du pouvoir. Pendant 3 siècles, une famille a cru qu'elle pouvait bâtir un Versailles sur un volcan. Ils ont cru que le bruit des marteaux-pilons était la musique de l'avenir et que la fumée des hauts fourneaux était l'encens de leur gloire. Ils ont pensé que l'acier était éternel. Ils avaient tort. Ce que nous laisse Hayange, c'est une leçon d'humilité vertigineuse. Regardez autour de vous. Les hauts fourneaux, ces cathédrales de fer qui ont fait trembler l'Europe, sont froids. Ils sont devenus des parcs à thème ou des sculptures silencieuses. La famille de Wendel, qui dînait avec des rois et dictait des lois, a disparu de ces lieux. Il ne reste d'eux que des chaises vides et des fantômes dans les archives. Le château, lui, a survécu. Mais à quel prix? Il a dû mourir pour renaître. Il a dû accepter de perdre son cœur de pierre pour recevoir une greffe d'acier et de verre. Cette cicatrice transparente, qui relie aujourd'hui les 2 ailes, n'est pas seulement une prouesse architecturale, c'est un mémorial. Elle nous rappelle que l'histoire est une matière vivante, brutale, qui ne se laisse pas enfermer dans des musées poussiéreux. Elle se brise, elle saigne, et parfois, elle cicatrise d'une manière que personne n'avait prévue. L'ironie finale est presque parfaite. C'est l'industrie, celle-là même qui a noirci ses murs et fait fuir ses propriétaires, qui soutient aujourd'hui physiquement le bâtiment. L'acier ne sert plus à faire la guerre ou à générer des profits. Il sert à empêcher le toit de s'effondrer. La boucle est bouclée. Alors, que devons-nous retenir de ce château de la peur, devenu palais de verre? Peut-être que la véritable richesse ne réside pas dans la pierre de Jaumont, ni dans les comptes en banque de la Suisse, mais dans la mémoire. Tant que nous racontons l'histoire de la sueur des ouvriers et de l'orgueil des patrons, tant que nous osons regarder ces cicatrices en face, le château reste vivant. Il n'est plus le symbole de l'oppression ou de la réussite. Il est devenu le témoin impartial de notre folie industrielle. Je vous laisse avec cette question. Alors que la nuit tombe sur la vallée de la Fensch et que les lumières des bureaux s'allument dans le cube de verre, lorsque nous regardons ce bâtiment aujourd'hui, voyons-nous une victoire de la préservation sur l'oubli, ou contemplons-nous simplement le plus beau mausolée du capitalisme français? Est-ce le château qui a changé, ou est-ce nous? C'était l'archéologue de la mémoire. Si cette plongée dans les secrets de l'élite et les ruines de l'histoire vous a touché, votre soutien est essentiel. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à exhumer ces récits que le temps tente d'effacer. Laissez un j'aime si vous pensez que le patrimoine industriel mérite d'être sauvé. Et partagez cette vidéo pour que l'histoire de Hayange dépasse les frontières de la Lorraine. Merci de nous avoir suivis dans l'ombre des hauts fourneaux. À la prochaine fouille.